attendez ma question. Vous parlez tout le temps. Ah non, c'est vous qui attendez la question. Attendez la question. La question est, si vous vous présentez comme tête de liste dans la région PACA, ce qui est théoriquement votre intention, et si vous êtes battu, est-ce que vous envisagerez, compte tenu du fait qu'un certain nombre de gens vous trouvent usé, de vous retirer, de céder la place à la génération d'après? Non. Non. Vous voyez, ça jaillit. Ce que vous n'avez pas dit quand même, c'est que, à la question, estimez-vous que Jean-Marie Le Pen est usé, 42% répondent non. Bah oui, 42%, j'ai pas dit le contraire. 42%, ce n'est pas, mais vous ne le citez pas, ce n'est pas négligeable. Et je connais un homme politique qui s'est exprimé sur un de ses concurrents dans cette forme-là, à qui ça n'a pas porté chance. C'est le Premier ministre socialiste, monsieur Jospin, qui avait trouvé que Chirac était usé. Il y a monsieur même jusqu'à la corde qui a servi pour le pendre. Alors, monsieur Le Pen, puisque vous n'êtes pas usé, vous êtes en forme ce soir, vous avez un autre interlocuteur, monsieur Christian Estrosi, qui est en direct avec nous de Nice. Bonsoir, monsieur Estrosi. Vous êtes député et conseiller général des Alpes-Maritimes, et c'est vous qui avez, comme on dit, rapporté la loi Sarkozy, la loi sur la sécurité, à l'Assemblée nationale, et je crois que vous voulez parler de sécurité avec monsieur Le Pen, un thème cher au Front National. Oui, monsieur Mazerolle, effectivement, la priorité a été au cœur de la campagne présidentielle au printemps dernier. Et je voudrais dire à Jean-Marie Le Pen, alors que Jacques Chirac a rassemblé 82% des électeurs sur son nom, lui-même 18%, que je respecte pleinement les 5 millions d'électeurs qui se sont prononcés en sa faveur. Ils l'ont sans doute fait d'ailleurs sur de vraies préoccupations évoquées par Jean-Marie Le Pen. Et ça n'est pas parce que je ne partage pas les valeurs de M. Le Pen que pour autant j'appartiens à la catégorie de ceux qui dénoncent que l'on évoque ces vraies préoccupations et qui, longtemps, trop longtemps, ont occulté ce débat qui, finalement, a contribué à la montée des extrémismes dans notre pays. Aujourd'hui, il se trouve que nous avons engagé une véritable politique de rupture avec le passé. Derrière Jacques Chirac, derrière Jean-Pierre Raffarin, avec Nicolas Sarkozy, le ministre de l'Intérieur, dont vous disiez tout à l'heure qu'il était un illusionniste, nous avons rompu avec un ensemble de tabous. Nous l'avons fait sans excès et sans outrance. Et nous apportons dans chaque domaine de la société qui ont contribué à la montée de la violence et de la délinquance depuis un certain nombre d'années, de véritables réponses. Ça n'est pas de l'illusionnisme, c'est une réalité. Ça n'est pas de l'illusionnisme, monsieur Le Pen, lorsque nous apportons par la loi d'orientation et de programmation la création de 13 500 postes de gendarmes et de policiers dans notre pays. Nous ne sommes pas illusionnistes lorsque nous réformons notre code de procédure pénale pour apporter des réponses concrètes en matière de lutte contre les filières de proxénétisme, de mendicité agressive, de gens de voyage qui occupent sans droit ni titre les propriétés d'autrui, de lutte contre la délinquance des mineurs avec la création de centres d'éducation fermés, de responsabilisation des parents qui manquent au devoir d'éducation des enfants. Alors, monsieur Le Pen, vous qui finalement avez profité, je le pense sincèrement, du laxisme de la gauche, d'un monsieur Jospin, dont vous regrettiez il y a quelques instants d'ailleurs qu'il n'ait pas été présent au second tour, tout comme je peux le regretter moi-même, mais qui reconnaissait sa propre naïveté dans le domaine de la lutte contre la délinquance. Je pense que c'est sur cette politique laxiste que pendant un certain nombre d'années, vous avez fait votre miel. Alors simplement, monsieur Le Pen, aujourd'hui, en matière d'illusionnisme, je vous appelle à un peu de sincérité. Allez, monsieur Le Pen, en votre âme et conscience. Sincèrement, est-ce qu'il y a matière à contester la politique du gouvernement? Alors, monsieur Le Pen. Ah, qu'il est sympathique, le diable, quand il se fait ermite. Parce que ce que vous venez de dire est plein de chaleur, de sentiments, et va vous propulser, je pense, à l'intérieur de votre parti vers des postes plus importants que celui que vous n'occupez actuellement. Mais vous avouez vous-même qu'avant que vous ne trouviez votre chemin de Damas, avant le 21 avril, c'est-à-dire avant ce formidable coup de pied au derrière que le premier tour de Jean-Marie Le Pen a donné à la classe politicienne
tout entière. Eh bien, vous étiez solidaire des politiques nulles qui étaient menées dans le pays, aussi bien dans le domaine de l'immigration, de la sécurité, du chômage, du fiscalisme, de la corruption. Faut-il que nous parlions de corruption même dans une région, nous avons été collègues nous-mêmes tous les deux, où la corruption va même jusqu'à la mort d'une députée, l'assassinat d'une députée, l'assassinat d'un certain nombre de collaborateurs, de personnalités politiques. On va juger M. Perletto qui va peut-être nous apprendre un certain nombre de choses. Alors vous avez découvert tout ça le 21 avril, je suis obligé de vous dire que vous m'en devez grâce, parce que c'est grâce à mon résultat que vous avez brusquement décidé de sortir, apparemment, c'est mon sentiment, de sortir de l'impuissance, de l'impotence, pour essayer de montrer que vous étiez capable de faire quelque chose. Mais je vous attends, la France vous attend, non pas semaine après semaine, vous attend l'année prochaine. Il va y avoir des élections régionales qui vont sans doute nous opposer. Monsieur Estrosi, ça ne sera pas la première fois d'ailleurs. Vous ne serez pas les seuls d'ailleurs, il y a aussi les socialistes. Mais je crois que vous n'aurez pas l'honneur de tenir la tête de liste. Je crois que c'est... Alors, monsieur Estrosi vous répond sur la politique, sur ce que vous lui avez dit. Alors, monsieur Estrosi. Oui, monsieur Le Pen. Bien évidemment, vous essayez un peu de botter en touche et je note que depuis un certain nombre de mois, vous évitez ce débat même de la sécurité. Ça n'est pas le 21 avril que nous nous sommes réveillés. Pendant 5 ans, nous avons dû subir cette politique de gauche et cette politique laxiste qui a amené la violence et la délinquance à monter de plus de 17% dans notre pays. Il y a des résultats réels que nous enregistrons mois après mois. Nous voyons toutes les semaines de véritables réseaux qui sont démantelés, l'action des groupements d'intervention régionaux dans la région à laquelle vous faisiez référence, qui nous permet enfin de pénétrer dans les cités de non-droit pour démanteler tous ces réseaux d'économie souterraine. C'est ça, le temps de l'action dans lequel nous sommes rentrés avec le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin et avec Nicolas Sarkozy. Alors, je vous en prie, ne faites pas diversion, abordez le sujet. Je vous ai lu quelque part où vous écriviez que le Front National avait toujours fait le bon diagnostic et qu'il était peut-être temps pour lui de commencer à proposer des solutions. Mais il est déjà trop tard pour que vous proposiez des solutions. Ça veut bien dire que le 21 avril dernier, vous n'aviez même pas les solutions entre les mains. Nous avons, nous, engagé le temps de l'action aujourd'hui, nous avons légiféré, nous nous sommes engagés dans la réforme du Code de procédure pénale, nous avons mis en action en leur apportant la considération qu'ils méritent et la motivation qui leur a fait si défaut à cause du mépris dont ils ont fait l'objet de la part du gouvernement de gauche, nos policiers, nos gendarmes qui sont aujourd'hui de nouveau fiers de porter leur tenue, d'agir au nom de l'autorité de l'État, de la République, pour cette politique de rupture que nous engageons. Je serais très heureux d'entendre les fameuses solutions dont vous parlez, puisque vous ne parlez finalement toujours que de diagnostic, de vieux slogans, de vieilles incantations. Mais face à l'action que nous menons, j'attends toujours vos solutions. Monsieur Le Pen. Puis-je me permettre de rappeler à monsieur Estrosi qu'au pouvoir, il n'y avait pas que monsieur Jospin, ce pauvre monsieur Jospin. Pendant 7 ans, il y avait un homme qui était président de la République, avec des pouvoirs considérable qui aurait pu attirer l'attention de l'opinion, qui a d'ailleurs eu un gouvernement qui lui était favorable pendant 2 ans, tellement favorable qu'il l'a dissous par amour de la difficulté pour permettre à Jospin d'arriver au pouvoir. Or, cet homme-là, qui est Jacques Chirac, votre héros du 5 mai de l'an dernier, n'a rien dit ni rien fait. Il aurait pu dire et faire, il aurait pu faire ce que nous avons essayé, nous, de faire, d'avertir les Français des dangers immenses qu'ils couraient et qui sont toujours présents et qui s'aggravent, monsieur Estrosi. Ça n'est pas parce que vous arrêtez de temps en temps quelques gypsies dans l'ouest parisien, ça n'est pas parce que vous faites la chasse aux mendiants ou que vous interdisez tel Romanichel de s'installer dans une petite ville que vous réglez le problème de l'insécurité dans notre pays, car vous savez que le problème de l'insécurité est directement
l'enfant du problème de l'immigration. Vous savez très bien, comme moi, quel est le rôle de l'immigration dans la montée de l'insécurité dans notre pays. Vous n'oserez pas parler, bien sûr, du rôle qui joue le désastreux enseignement dans notre pays. 1 300 000 fonctionnaires qui seront en grève demain, et je crois d'ailleurs jusqu'à la semaine prochaine, pourquoi pas plus longtemps. Alors que vous avez été au pouvoir 15 ans sur 30. La droite a été au pouvoir 15 ans sur 30. Vous avez oublié tout cela et vous êtes venu vêtu de probité candide et de lin blanc nous dire on a tout compris et maintenant on est en train de mettre en place des solutions qui vont être mirobolantes. Je n'y crois pas. Je vous le dis franchement, je n'y crois pas. Je crois que vos chiffres sont bidons. Je crois que la baisse de la baisse de l'insécurité, vous la mesurez plutôt dans le 16e arrondissement et à Neuilly que dans les banlieues où pratiquement vos policiers ne mettent pas les pieds. Il est à Nice, lui. Il n'est pas à Neuilly, monsieur Estrosi. Non, bien au contraire. Il est à Nice. Bien au contraire. Oui, je sais qu'il est à Nice. Bien au contraire, nous nous sommes lancés à la reconquête des banlieues. Bien entendu, nous avons d'abord répondu à la préoccupation majeure des plus modestes, des plus démunis. Et Monsieur Le Pen, vous savez très bien que c'est la cohabitation qui a été paralysante. Et c'est pour ça que les Français ont voulu se débarrasser de la cohabitation, en donnant les moyens à Jacques Chirac d'avoir un gouvernement qui lui permette d'agir. Mais une fois de plus, je vois que vous vous lancez dans cet amalgame entre immigration et insécurité. Et c'est là que tout nous sépare, Monsieur Le Pen. Je suis pour une France tolérante et ouverte. Et c'est parce que vous essayez en permanence de faire de la surenchère sur la sécurité d'un côté. Aujourd'hui, sur l'immigration, vous disiez que vous réagissiez sur l'immigration parce qu'elle était au cœur de l'actualité. Pourquoi elle est au cœur de l'actualité? Parce que dans ce domaine aussi, nous avons agi sans tabou, sans complexe, avec la fermeté nécessaire, mais l'humanisme aussi. Nous avons choisi la voie de l'équilibre. Lorsque M. Sarkozy propose aujourd'hui de mettre les empreintes digitales sur les visas touristiques, vous savez très bien qu'aujourd'hui, la préoccupation, c'est que tous les clandestins qui rentrent en France rentrent de manière légale et se mettent ensuite en situation illégale. Avec le fichier central d'empreintes digitales sur les visas touristiques, nous réussirons, avec le rallongement des délais de rétention, de régler ce problème. Nous en avons raccompagné malgré tout près de 7 000 lors du premier trimestre de cette année. Alors qu'il en rentre 30 000 par an, nous avons déjà organisé par des vols groupés avec nos partenaires européens, parce qu'il faut aussi regarder cette vision de manière européenne. Ça n'est pas en mettant des frontières de barbelés, en reconstruisant la ligne Maginot, comme vous le proposez aujourd'hui, que nous réussirons à enrayer le problème. Mais au contraire, engager une politique de coopération avec l'ensemble de nos partenaires européens, en mutualisant les moyens des polices européennes, comme nous sommes en train de le faire avec Nicolas Sarkozy, que nous réglerons ce problème. Voilà. Merci, monsieur Estrosi. Oui, alors, monsieur Le Pen, un dernier mot. Estrosi, un chiffre. Oui. Le consulat d'Alger a donné l'an dernier 550 000 visas touristiques. Or, M. Sarkozy reconnaît lui-même que 80% de ces gens-là ne rentrent pas dans leur pays. Et pour ce qui est de Bamako, 37 500. Il a dit que 80% de l'immigration clandestine provenait de l'extrapolation de visas touristiques. Il n'a pas dit que 80% des gens qui prennent des visas touristiques restaient en France. Allez, merci Monsieur Estrosi. Vous étiez en direct avec nous de Nice. Vous retrouverez Jean-Marie Le Pen lors des élections régionales l'année prochaine. Dernier chapitre de notre émission, Monsieur Le Pen, promesse ou réalité. Nous sommes allés dans le nord de la France, à Lens précisément, où s'est présentée votre fille Marine, et puis son mari et d'autres candidats du Front National dans les différentes circonscriptions. Reportage Farida Setiti et Marie-Pierre Cassignard. Dans le Nord, on était fiers d'être ouvriers. Aujourd'hui, le charbon n'existe plus. Le textile et la sidérurgie n'offrent que peu d'emplois. À Lens, on compte 17% de chômeurs. Le chômage et la misère remplacent le travail et la fierté. Dans cette région, le désespoir des hommes et des femmes a promu le Front National au rang de recours. Martine, 35 ans, 4 enfants, rend visite à son beau-père, Roger, militant à la CGT. Comment tu vas? Ça va. Allez, viens là-bas. Je vote pour Le Pen aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui n'est pas normales, comme on avait besoin d'eux, maintenant on n'a plus besoin d'eux, alors qu'ils repartent dans leur pays. Parce que
Vous parlez de qui, là? Bah, des Arabes, des Noirs, tous ceux-là qui nous embêtent en France, qui nous prennent notre travail, ils ont des belles voitures, que nous, on est à pied ou en autobus, à vélo. Eux, ils ont le droit de tout, nous, on a le droit de rien. Mais vous avez des aides quand même pour ça. Je me débrouille comme je peux, avec ce que je peux. Parce que j'ai le restaurant du cœur. J'ai aussi la banque alimentaire, mais 2 litres de lait pour le mois. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas te retrouver là-dedans? C'est-à-dire que c'est en mettant les gens dehors qu'éventuellement tu auras des logements. C'est pas forcément. Peut-être, si je voudrais. Peut-être. Si on les vire tout, peut-être on aura des logements, on aura des si, on aura peut-être des là. Comme Martine, ils sont nombreux. Avec près de 20% des voix, les électeurs nordistes ont placé Jean-Marie Le Pen en tête du premier tour de l'élection présidentielle. À Lens, jeudi dernier, au défilé du 1er mai, les militants de la CGT sont inquiets. La situation, disent-ils, ne cesse de se dégrader. Le problème, c'est quelle perspective nous on va donner aux salariés pour qu'ils ne se réfugient pas dans votre sanction. Si tu veux, il y a quand même aussi les événements, les faits maintenant, les fermetures d'entreprises, que ceux qui avaient cru trouver une solution là-dedans, c'était pas le bon choix, quoi. Hein, pas du tout. On nous met dehors et puis hop, terminé. Mais est-ce que ça explique le vote Front National? Pas bien sûr, pas parce que moi je suis pas content du tout. Et moi alors je me retrouve à la Cidic là. Qu'est-ce que je fais? J'ai des enfants, là. Un peu plus loin, dans cette brasserie, fief du RC Lens, le speaker officiel du club assène son point de vue. Je lui donne pas la gamelle à Le Pen. Hein. Il y a des bonnes idées, au contraire. Il a peut-être beaucoup plus d'idées. Il est franc en plus, beaucoup plus d'idées que d'autres le veulent le dire. À quelques kilomètres de là, au salon du livre d'Arras, ce militant de gauche explique la montée de l'extrême droite. Les gens n'ayant plus d'espérance, ils se réfugient sur leur dernier petit territoire. Je suis français, j'ai un petit quelque chose, et donc je vote Front National. Ici, celui par qui le Front National est arrivé, c'est lui, Steve Briouat, 30 ans. Ce petit-fils de mineur cégétiste, depuis l'âge de 16 ans, arpente les marchés et les rues d'Hénin-Beaumont. Aux législatives de 2002, il a reçu le renfort de Marine Le Pen et de son mari. Dans les 3 circonscriptions de Lens et de ses environs, ils ont obtenu chacun des scores de plus de 30%. Aujourd'hui, l'objectif, atteindre 50%. On est arrivé à 35% ici sur Hénin-Beaumont, donc il ne reste plus que 15% à obtenir. 15%. On a fait les 3/4 du parcours. Steve Briouat y croit, d'autant plus que dans certaines cités minières, il avait déjà recueilli près de 45% des voix. Face à cette montée du Front National, le maire PS de Lens se réfère à l'histoire. En ultime recours, il met en garde contre sa répétition. À cela, je dis, faites attention. N'oubliez pas la page de l'histoire, ce qui s'est passé en Allemagne. C'est comme ça que Hitler est venu au pouvoir. C'est sur un vote où il y avait un taux d'abstention élevé, un vote contestataire. Et après, les pages de l'histoire nous rappellent la douloureuse situation. Alors, monsieur Le Pen, on a entendu cette dame exprimer, et un autre monsieur d'ailleurs, exprimer leur désespoir. Très émouvant. Je voudrais simplement vous faire part d'un texte qui date de 1979, c'est ancien, ça fait 24 ans, mais que j'ai tiré d'un livre paru à cette époque, dont un des chapitres était consacré au Front National, et vous disiez, en privilégiant, en favorisant par trop tous les faibles dans tous les domaines, on affaiblit le corps social en général, on fait exactement l'inverse de ce que font les éleveurs de chiens et de chevaux. Que pourrait penser cette dame si elle lisait ce texte aujourd'hui ? Oui, quand vous sortez les citations de leur contexte, évidemment, on peut leur faire dire n'importe quoi. Et c'était un sujet bien précis et ça n'avait strictement pas un sujet social. Et par conséquent... Corps social en général. Oui. On affaiblit le corps social en général. Vous n'avez rien à dire, très bien. Alain Duhamel, le sondage Ipsos. Les bras m'en tombent. Monsieur Le Pen, parmi les mesures phares que le Front National propose,
Il y en a un certain nombre qu'on a testé auprès des Français, et ce qui en ressort, c'est d'abord de la méfiance ou de l'absence de crédit. Alors par exemple, vous voulez supprimer l'impôt sur le revenu, il y a 71% des gens qui considèrent que ça n'est pas possible tel quel. Alors, oui, il y a déjà 50% de ces gens-là qui ne payent pas l'impôt sur le revenu. Ma question, évidemment, ça ne les intéresse pas beaucoup. Ma question, Monsieur Le Pen, ma question, c'est quand on voit la difficulté que Jacques Chirac, qui avait promis de baisser en 5 ans l'impôt sur le revenu de 30%, éprouve à dépasser la baisse des 5%. 1%. Non, éprouve à dépasser la baisse des 5% l'année dernière. Comment est-ce que vous arriveriez à le supprimer complètement? Parce que Chirac, si Chirac ne peut pas le faire, moi je ne peux pas le faire. Pensez-vous. Je vous demande quel est le moyen que vous utiliseriez. Mais écoutez, nous n'avons pas ici le temps d'exposer toute la politique économique et sociale que suivrait le Front National pour aboutir à cela. Mais en gros, si vous voulez, permettez-moi de dire qu'avec un taux de prélèvement obligatoire qui est le plus élevé de toute l'Europe, en diminuant les impôts, eh bien, nous aurions une capacité de redéveloppement de notre économie. Et nous avons estimé, nous, que l'impôt sur lequel il serait le plus efficace d'agir, c'est l'impôt sur le revenu. Parce que c'est celui-là qui aurait un effet de levier. Ce n'est pas simplement pour que les revenus soient allégés, c'est pour que l'argent puisse s'investir. Or, actuellement, tout le monde quitte la France à cause des taux fabuleux, des taux écrasants de la fiscalité française. Vous voudriez aussi, si j'ai bonne mémoire, si je me trompe, vous me rectifierez sûrement, mais vous voudriez aussi supprimer l'impôt sur la fortune. Et pourquoi pas? C'est une question. Et pourquoi pas, puisque je lis dans vos gazettes que cet impôt sur la fortune a fait sortir 1200 milliards de francs de notre pays. Et on sait qu'il y a 300 000 Français à Londres, qu'il doit y en avoir 100 000 à Bruxelles, que les Français les plus performants, si on peut dire, en tous les cas les plus fortunés, s'en vont. Or, la France a besoin de l'argent des Français. Elle n'a pas besoin seulement de l'entrée des immigrés, elle a besoin que ne sortent pas les Français qui y sont. Car un clou chasse l'autre. Un proverbe économique a dit « la mauvaise monnaie chasse la bonne », on le sait. Alors, il y a justement une autre des mesures phares que vous proposez, on en a parlé d'ailleurs plusieurs fois ce soir, qui est celle de la préférence nationale. Là aussi, il y a une majorité de Français qui ne croient pas que ce soit possible, 65%. Mais la question est, vous savez très bien que tant que la France est dans l'Union européenne, votre préférence nationale ne peut pas être mise en place. Alors, est-ce que quand vous proposez la préférence nationale, vous proposez aussi qu'on sorte de l'Union européenne? Tant que nous serons dans l'Union européenne, nous serons privés du pouvoir de réaliser les réformes essentielles nécessaires. Par conséquent, par une voie qui peut être diplomatique et qui peut être la rediscussion des traités, il faudra bien que la France retrouve sa capacité d'action, son indépendance, sa liberté d'agir, faute de quoi, ne serait-ce par exemple qu'avec la règle de 3% et de déficit budgétaire, elle sera paralysée puis punie. Est-ce que vous proposez qu'on en sorte? Est-ce que vous proposez que, par exemple, on renonce à l'euro? Après tout, vous étiez complètement contre. Alors, est-ce que maintenant vous pensez qu'il faut se débarrasser de ce carcan? Parce que les 3%, c'est directement lié à l'euro. Absolument, absolument. Bon, j'ai même dit à ce moment-là qu'avec l'euro, le gouvernement français se condamnait à ne plus pouvoir agir sur le déficit budgétaire, et par conséquent, en cas de crise sociale, il n'y avait pour lui qu'une seule solution, c'était réduire les salaires. Alors, on en sort ou on n'en sort pas? C'est la situation devant laquelle va se trouver M. Raffarin, et je pense que cela doit lui causer un certain souci. Alors, on en sort ou on n'en sort pas de l'euro? De l'euro, de l'Europe, je pense qu'il faut commencer par nous dégager, faute de quoi nous nous abandonnons à ce qui est aujourd'hui un protectorat américain, et nous vivons dans l'illusion que l'Europe va nous aider à nous sortir de nos difficultés, alors qu'elle contribue à nous y enfoncer. J'ajoute, et c'est facile à comprendre pour tout le monde, que l'élargissement de l'Europe a
tous les pays, à beaucoup de pays qui n'ont pas le même niveau social que le nôtre. Il est bien évident que le principe des vases communicants fera que ce qu'ils auront en plus, les Français l'auront en moins. Si les Français comprennent ça, nous serons majoritaires aux prochaines élections. Alors, d'autres aspects du programme du Front National avec Michaël Darmon du service politique de France 2. Michaël, allez-y. Bonsoir Monsieur Le Pen. Bonsoir. Alors vos électeurs attendent de vous également un projet de société. Abordons la question de l'avortement. Clairement, pensez-vous qu'il faut revenir sur la loi Veil? Clairement, pensez-vous que ce soit le sujet qui passionne actuellement la France? Ça fait partie des sujets de société, on va en aborder d'autres. Non mais donc, sincèrement, est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui le sujet qui passionne la France? Ça peut passionner en tout cas je n'en suis pas sûr. Il y a, je pense, beaucoup d'autres sujets qui intéressent les Français que celui-là. Mais sur cette ce question, que dit le Front National est-ce que par hasard, ça domaine, vous embarrasserait de répondre? Ce que dit, mais non, pourquoi Non, je vous pose la question, parce que comme dans le programme du Front National, on dit qu'il faut supprimer la loi sur l'IVG, que Marine Le Pen dit non, il ne faut pas y toucher. La loi sur l'IVG, qui d'ailleurs réservait l'avortement strictement à des cas extrêmement précis, n'a cessé d'être modifié et on peut dire adultéré, n'est-ce pas, pour aboutir, somme toute, à travers les actions du planning familial, à ce que la loi continue de combattre, c'est-à-dire la propagande en faveur de l'avortement. Et bien évidemment, je suis contre l'avortement. Je souhaite qu'il y ait le plus de petits Français possible, mais personnellement, je suis plus pour l'incitation que pour la répression, que je ne crois pas très efficace dans une Europe où il suffit de prendre sa voiture pour aller dans le pays d'à côté. Ce que je crois, c'est qu'il faut inciter les jeunes femmes françaises, les femmes françaises, à avoir des enfants, et pour cela, il faut élaborer une politique familiale qui les assure que l'arrivée de l'enfant ne sera pas une charge supplémentaire, mais au contraire une chance supplémentaire. Et que pour celles qui ne souhaitent pas garder leur enfant, elles le confient à la nation qui, elle, se chargera de les élever à leur place. Et voilà qui, me semble-t-il, réconciliera à la fois notre morale traditionnelle, notre morale chrétienne, que ne semblent pas toujours respecter d'ailleurs les églises du même métal, mais et la nécessité pour nous... Monsieur Le Pen, donc vous ne respectez pas non plus toutes les valeurs chrétiennes. Pardon. Vous ne les respectez pas constamment non plus. Voilà, vous menez votre vie. Vous menez votre vie, Monsieur Le Pen. Par exemple, lesquels, monsieur? Vous venez de dire quelque chose de très important, là. Oui, vous venez de dire que moi, je ne respecte pas les valeurs chrétiennes. Alors, dites-moi lesquelles. Je sais pas, moi, vous avez divorcé, non? Oui, et alors? Les valeurs je n'ai pas été marié à l'église, monsieur, sachez-le. Voilà, donc ça permet bien des choses, bravo. Alors, je suis en quelque sorte pour l'église une espèce de jeune homme célibataire. Dans le concubinage pendant des années, alors vous vous rendez compte, c'est encore pire. Allez. Ah bon, du point de vue des valeurs chrétiennes, j'entends bien. Vous croyez ça? Vous croyez ça? Pour revenir un peu sur ce dossier, quand même, on voudrait comprendre. D'un côté, la nouvelle vice-présidente du Front National, Marine Le Pen, estime qu'il faut maintenir cette loi. De l'autre côté, M. Bernard Anthony, membre du Front National, dans son association, vient d'inscrire une proposition de loi visant justement à interdire l'avortement. Alors, vous, quel est votre arbitrage mais je n'arbitre pas, cher monsieur. Il y a un programme du Front National. Moi, j'ai été candidat aux élections présidentielles. J'ai un programme, vous ne faites pas allusion à ce programme, vous faites allusion au programme du Front National. Le programme d'une grande formation politique est un compromis, bien évidemment. Et il y a chez nous des gens qui sont pour la peine de mort, il y a des gens qui sont contre la peine de mort, il y a une espèce de pacte national autour d'un certain nombre d'éléments de programme qui permettent de se substituer malheureusement au gouvernement navrant qui a conduit la France depuis des années. Et je ne vois pas en cela qu'il y ait difficulté particulière au Front National. Mon Dieu, s'il n'y avait qu'au Front National qu'il y avait des contradictions, mais elles sont en chacun d'entre nous. Monsieur Darmon, vous le savez bien. Monsieur Le Pen, sur le statut de la femme, je voudrais vous poser cette question. En 1984, vous déploriez la démagogie des politiques à l'égard des femmes, alors même jusqu'à dire, je vous cite, « Nous pensons que l'autorité qualifiée dans une famille est celle de l'homme ». Est-ce que vous partagez toujours cette idée? Oui, vous êtes obligé quand même, pour venir un petit peu au-devant de moi, de remonter à 1984.
depuis 1984, il a passé de l'eau sous les ponts, voyez-vous. Le Front National, la France, les problèmes français ont évolué. Et par conséquent, ne m'opposez pas des déclarations de 1928, au moment où je vagissais dans mes langes. Je vous demande simplement si vous partagez encore cette idée ou si vous avez évolué sur ce thème. Je crois à l'autorité parentale, de préférence à celle de l'homme, mais dans bien des cas, à celle de la femme. J'ai été élevé par une veuve de guerre, n'est-ce pas, et j'ai eu une femme, j'en ai même eu 2 d'ailleurs, et 3 filles. C'est vous dire que je suis très admiratif de ce que sont les femmes. J'ai noté d'ailleurs que dans les grands événements tragiques de la guerre, il y avait beaucoup plus de journalistes femmes que de journalistes hommes, ce qui tente à prouver que dans la profession, on serait plutôt plus courageux quand on a une jupe que quand on a un pantalon. Et justement, alors, quand vous parlez de votre fille Marine Le Pen, vous faites souvent la promotion du modèle d'une femme moderne qui travaille, donc de notre temps. Est-ce que là, vous ne craignez pas peut-être de vous mettre un peu en porte-à-faux avec une partie de votre électorat, plutôt catholique traditionnaliste, qui ne partagerait pas totalement ces vues? Mais je ne me pose jamais ce genre de questions. Je fais et je dis ce que je crois juste. En un moment donné, je réponds aux questions que se posent les Français, j'essaye de les aider à sortir des difficultés dans lesquelles ils sont plongés, et je ne fais pas de théorie, je ne fais pas d'idéologie, et je me réfère à un certain nombre de grands principes d'action en m'efforçant de m'y conformer, et quelquefois je succombe aux tentations différentes. Comme nous tous, hélas, comme nous tous, voilà. Hélas, mea culpa, mea maxima culpa. Comme nous tous. Au fond, quand même, sur le Pax, l'avortement, l'islam, le rôle de la femme, on sent quand même parfois une tension au sein de votre parti sur ces sujets. Est-ce que c'est ce que vous appelez le travail de désenclavement du Front National ? Mais écoutez, il y a au Front National des opinions qui sont divergentes sur un certain nombre de sujets. Parce qu'on sent qu'il y a deux discours parfois. L'essentiel, c'est que le mouvement marche d'un seul élan, tiré par les mêmes grands principes et par la volonté de résoudre un certain nombre de problèmes concrets qui se trouvent posés à notre peuple. Il y a parfois des principes antagonistes qui sont présentés sur ces questions-là, par exemple, de société. Certaines personnes dans votre parti ne pensent pas. Non, moi je crois que beaucoup de ces problèmes de société sont des problèmes de conscience individuelle, des problèmes de conscience personnelle dans lesquels je m'interdis d'intervenir, parce que Dieu sonde les reins et les cœurs, et tel qui fait aujourd'hui la morale serait bien mari qu'on en quelque sorte qu'on montre ce qui est la réalité de sa vie. Bon, donc, dans ce côté-là, ayons une certaine indulgence, sans aller jusqu'à la tolérance de notre ami Estrosi, allons au moins jusqu'à l'indulgence que nous devons avoir les uns pour les autres. Voilà, eh bien, soyons indulgents. Alors, nous allons voir si c'est le cas avec votre dernier interlocuteur de la soirée, Manuel Valls, le député-maire socialiste d'Évry. Bonsoir, Monsieur Valls, vous êtes en direct avec Monsieur Le Pen. Oui, moi j'ai été marqué profondément par le résultat de l'élection présidentielle, premier tour le 21 avril. Mais j'ai la conviction qu'il n'y a pas de fatalité à la progression et à la présence de l'extrême droite au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais parce que je crois aussi que la droite va échouer sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la baisse du chômage et sur la réduction des inégalités, il me semble que la gauche a une responsabilité essentielle. Et cette responsabilité, c'est évidemment de combattre le Front National, comme je le fais ce soir, mais surtout sur le terrain, et de redonner de l'espoir, de donner une perspective à ces hommes, à ces femmes qui souffrent et qui ne croient plus en rien. Donc il nous faut reconquérir, et c'est pour moi l'essentiel, le terrain perdu au fond. Le problème essentiel, l'enjeu pour nous, ce n'est pas l'avenir de Jean-Marie Le Pen, c'est notre capacité à répondre à ceux qui souffrent. Maire d'Évry, député d'une circonscription populaire, et ceux qui souffrent dans cette circonscription m'ont aussi élu député. J'ai fait de la sécurité une priorité parce que je crois à une France sûre. Nous devons combattre la violence, le crime, la délinquance qui touchent évidemment les plus modestes et les plus faibles. Et nous avons besoin d'un État républicain sans complaisance qui assure évidemment l'ordre public.
Mais nous avons aussi d'abord besoin d'une France juste et généreuse. J'ai été surpris par la définition très courte que Jean-Marie Le Pen a donnée de la France au début de cette émission. Une France qui, au fond, donne envie, soit fière d'elle-même, qui réconcilie les Français avec eux-mêmes. Et au fond, Monsieur Le Pen, vous la divisez, cette France. Vous dressez les Français les uns contre les autres. Une France qui restaure aussi la promotion sociale, par la formation, par l'augmentation des salaires, par des retraites de haut niveau. Or, quand on lit votre programme, Monsieur Le Pen, c'est un programme antisocial. Il ne concerne pas les petits, il ne concerne pas les ouvriers, il concerne les plus riches. Une France qui redonne les moyens à l'école publique, à l'école de la République, à l'école laïque, cette école que vous n'aimez pas, que vous méprisez, que vous voulez détruire. D'ailleurs, quand on lit aussi votre programme, vous voulez détruire les services publics qui sont la cohésion sociale. Et puis, une France de citoyens. Une France de citoyens qui assume sa diversité et qui fasse toute sa place aux enfants, pour la plupart français, nés de l'immigration. Et vous faites en permanence cette confusion mentale entre l'immigration, entre les Français d'origine étrangère, dont vous faites en permanence, et c'est une tradition évidemment de l'extrême droite, les boucs émissaires. Au fond, si nous parlions de la France, ma France, évidemment, ce n'est pas la vôtre, elle est petite, entourée de barbelés, rabougrie, triste et sans espoir. Et si je prends, Monsieur Le Pen, une image, c'est une France en noir et blanc. Bien, ma France, moi, je la veux juste, je la veux généreuse, je la veux moderne, je la veux aussi en couleur. C'est une autre France. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que nous allons vous combattre et que la gauche est de retour sur le terrain pour redonner de l'espérance. Et c'est uniquement en redonnant de l'espérance, en offrant une perspective aux plus modestes, en retrouvant le message de la gauche populaire, que, Monsieur Le Pen, nous vous ferons reculer et nous vous battrons. Monsieur Le Pen. Monsieur Valls, moi je pensais que la République exigeait que l'opposition se détermine par rapport au gouvernement, au pouvoir. Je constate donc que vous anticipez la victoire du Front National, puisque vous annoncez que le Parti Socialiste va se battre prioritairement contre le Front National et non pas contre le gouvernement de la droite. Il est vrai que vous avez des complicités, puisque vous avez aidé beaucoup Jacques Chirac à obtenir 82% des voix. Vous fûtes naguère le porte-parole de Lionel Jospin et du Parti Socialiste. Vous avez gardé cette habitude de tourner la manivelle du moulin à prière pour nous dire tout ce que vous serez disposé à faire dans les années qui viennent pour le bonheur des Françaises et des Français, mais vous avez été au pouvoir pendant 5 ans et vous avez été jugé. Je vous accorde que votre candidat, qui est loin d'être méprisable à mes yeux, a été assassiné par ses propres amis, par sa majorité plurielle. On lui a présenté la facture de la majorité plurielle au premier tour, et c'est ça qui l'a fait battre. Et je l'ai beaucoup regretté, car j'aurais de loin préféré affronter les solutions proposées par la gauche, fut-elle marxiste, la gauche de Jospin au 2e tour, que de laisser Chirac, en effet, faire cavalier seul avec l'ensemble de l'établissement français, le patronat, les syndicats, l'Église et tout le reste, n'est-ce pas, contre Le Pen, le pelé, le galeux, d'où venait tout le mal. Dieu merci, quand Le Pen serait abattu avec 18% quand même, il y a beaucoup de gens qui voudraient bien les faire sur leur nom seul, et qui ne le font qu'avec beaucoup d'autres de leurs amis. Eh bien, l'affaire serait réglée. Moi, je vous dis, ça ne fait que commencer. Et vous avez raison, Monsieur Valls, d'anticiper. Vous faites de bonnes choses à Évry, on le sait. Vous êtes plutôt sur une bonne pente. Qui sait? Vous allez peut-être connaître la même évolution que Monsieur Gallo, qui n'a pas peu contribué quand même avec son ami Chevènement à votre douleur du premier tour. Et il a commencé par être communiste, après il a été
été socialiste, après il a été socialiste national avec Chevènement. Vous pouviez lui dire ça tout à l'heure, il n'est plus là. Comment? Non mais c'est pas insultant ça. Non, non, non. Eh bien, je le dis, je dis que M. Valls va suivre, il est encore très jeune, M. Valls, et il va suivre l'évolution naturelle qui va le conduire par bon sens aux solutions nationales tôt ou tard. Monsieur Valls. Le Pen, moi je réussis quelque chose à Évry, c'est de faire reculer à chaque élection le Front National. Il n'y a pas longtemps. Et puis vous, vous êtes au fond... Il n'y a pas longtemps, Et puis vous êtes un moulin à parole. Vous vous nourrissez au fond des angoisses et des peurs de la société française. Vous nourrissez aussi des échecs de ceux qui gouvernent. Et donc il nous appartient, nous, parce que c'est dans le cœur de notre projet de reconquérir cet électorat populaire qui ne sait pas très bien où il va et qui pousse un cri d'angoisse au fond en s'abstenant ou en votant pour vous. C'est notre message, c'est évidemment notre vocation que de réussir à rassembler de nouveau ces hommes et ces femmes. C'est quand la gauche a été au pouvoir qu'il y a eu de grandes réformes sociales. Toutes ces grandes réformes sociales, non seulement elles sont mises à mal par le gouvernement actuel, et évidemment nous le combattons, mais toutes ces réformes sociales, vous voulez toutes les détruire. Et au fond, quand on regarde, là encore, votre programme, vous voulez détruire la retraite, allonger la durée du travail, faire travailler plus les gens, vous voulez supprimer l'impôt sur la grande fortune, mais ça doit être une réforme un peu personnelle. L'impôt sur le revenu. Donc c'est un programme pour les riches. Vous avez escroqué les Français avec la retraite à 60 ans et avec les 35 heures. Vous leur avez vendu du vent. Et c'est la raison pour laquelle, c'est nous qui pouvons leur adresser un message d'espoir. Alors, Monsieur Le Pen, vous répondez. Vous avez escroqué les Français en leur faisant croire à la possibilité de la retraite à 60 ans, alors que tout le monde savait que d'ores et déjà le drame démographique, l'allongement de la vie, la réduction de nos capacités industrielles, commerciales et agricoles nous acculait à la faillite du système de répartition. Vous ne l'avez pas, vous l'avez caché aux Français, non seulement ça, mais vous avez ajouté à cela les 35 heures qui étaient un cadeau fait aux cadres, au détriment des gens qui gagnaient mal leur vie. Et vous vous dites socialiste. Eh bien, je peux vous dire que continuez dans cette voie-là et vous pouvez être tranquille que la prochaine fois, vous ne serez pas au second tour non plus. Monsieur Valls. Monsieur Le Pen, ces ouvriers qu'on a vus dans les reportages depuis le 21 avril, et qui ont peut-être voté pour vous, qu'est-ce qu'ils demandaient? C'était de partir à la retraite à 60 ans. C'est que la pénibilité du travail puisse enfin leur permettre ensuite de vivre une retraite heureuse. Moi, j'étais aux côtés des salariés de Danone et de Lu. Il y en a dans le Pas-de-Calais, il y en a aussi à Évry. Et ce qu'ils voulaient, c'est qu'on applique les conquêtes sociales, non pas qu'on les détruise. Et ce qu'il faut dire à tous ceux qui ont pu voter pour vous, qui sont les miséreux de cette société, qui souffrent, qui ont des petits salaires, c'est qu'avec vous, jamais ils ne retrouveront la voie de l'espérance. Et c'est tout, une nouvelle fois, le message de la gauche que de leur redonner un espoir. Et c'est la raison pour laquelle, Monsieur Le Pen, c'est la plus mauvaise nouvelle pour vous. La gauche est de retour pour vous combattre partout, sur le terrain, dans les quartiers, dans les cages d'escalier, et pour vous dire que votre message, votre projet, c'est un mensonge. La vérité, c'est qu'il manque dans les caisses sociales les 300 milliards par an que coûte l'immigration à la France depuis déjà 20 ans. Monsieur Le Pen. Et c'est l'argent des Français. C'est l'argent des Français que par démagogie, vous distribuez à des gens qui, la plupart du temps, entrent chez nous uniquement pour essayer de profiter des avantages sociaux de notre pays. Je les comprends. Pen, mais moi, par priorité, monsieur, je défends les Français comme le faisait Léon Blum il y a 50 ans maintenant, un peu plus de 50 ans, même en 1932, et en établissant la loi de préférence nationale, la réserve faite aux travailleurs français, oui, parfaitement, faite aux travailleurs français du travail en France. Monsieur Valls, dernière intervention. Vous savez, moi j'ai la fierté d'être dans une ville où il y a une université de 10 000 Mais il n'y a pas longtemps que vous y êtes, monsieur Valls. Vous étiez dans un autre département il y a quelques années à peine. Vous savez, monsieur Le Pen, vous étiez à Strasbourg, vous n'y êtes plus, vous êtes dans un beau château à Saint-Cloud et vous êtes candidat à Nice, donc vous êtes un pigeon voyageur électoral et vous ne réussissez jamais et vous ne réussissez jamais à gagner. Ce n'est pas là le problème. Je suis fier d'être dans une ville où il y a la diversité. Et l'université d'Évry qui accueille
10 000 étudiants. C'est là où on retrouve le mélange de toute cette jeunesse. Pas des couches les plus riches de notre société, celles à qui au fond vous vous adressez, mais celles de ceux qui vivent dans nos quartiers, qu'ils soient français, qu'ils soient fils d'immigrés, mais qui représentent les élites de demain et qui aujourd'hui, grâce à une université effectivement, sur une ville populaire, peuvent apprendre et peuvent demain, au fond, être les cadres et les élites de ce pays. On a au fond, évidemment, une vision totalement différente de la société. Vous, elle est tournée vers l'avenir, vers le passé. Nous, elle est tournée vers l'avenir. Oui, c'est ce que l'avenir dira, ça, Monsieur Valls. Bien, merci Monsieur Valls. Monsieur Le Pen, nous arrivons à la fin de l'émission. La dernière question, car il y en a toujours une. Il paraît que vous avez annoncé que vous abandonneriez la présidence du Front National en 2006. Je n'ai pas du tout dit cela. Ah bon? J'ai dit que c'était dans le cadre des possibilités stratégiques de l'élection présidentielle de 2007. J'ai invité à se poser la question de savoir s'il serait plus efficace d'être candidat sans être président du mouvement ou d'être président du mouvement et candidat comme je l'ai toujours été. Pourvu que Dieu nous prête vie. Donc car évidemment, les uns et les autres, nous sommes dans cette situation-là. Donc c'est pas la retraite à 78 ans alors? Non, mais vous savez, moi, je ne suis pas fonctionnaire. Par conséquent, je n'ai pas l'esprit de la retraite. Je pense que la France, la société française, a raté sa révolution seigneurale. C'est qu'on n'a pas compris que la vieillesse était repoussée à 80 ans maintenant, et qu'on a laissé un espace de vie qu'on n'a pas voulu considérer comme étant une possibilité de travail, d'amélioration de sa vie. Pourquoi ? Parce que la haine du travail est enseignée dans les écoles, et je voudrais dire à Valls que l'école laïque, mes filles, je n'ai mis mes filles qu'à l'école laïque. Par conséquent, il est très mal renseigné. Merci Monsieur Le Pen, fin de ces 100 minutes que nous avons passées avec vous. Restez sur France 2, dans un instant, Benoît Duquesne vous propose un complément d'enquête sur l'armée française. Vous verrez beaucoup de reportages très intéressants. À tout à l'heure, donc, avec Benoît Duquesne, et bonne soirée à tous. Lundi prochain, en direct sur France 2, avec la 17e cérémonie des Molières, présidée par Jean Piat, venez voir les comédiens, les musiciens, les magiciens. Allumez la télé et entrez donc vous installer. Devant les stars, le rideau va se lever. Et à 23h20, France 2 continue de brûler les planches. Il n'existe aucun vaudeville, aucune pièce de Labiche mieux agencée que ce drame. Avec une pièce inédite de Jean Cocteau, réalisée par Jean-Claude Brialy, Les Parents Terribles. Je ne sais pas si c'est un drame ou un vaudeville. De toute manière, c'est un chef-d'œuvre. Lundi prochain, pour la grande soirée du théâtre, France 2, Les Molières et Cocteau frappent les 3 coups. Restez avec nous pour un complément d'enquête sur la défense française. À quoi nous sert notre armée aujourd'hui? Où en est la défense européenne? On en parle d'ici quelques instants avec des reportages dans des lieux étonnants au cœur de la dissuasion nucléaire. C'est tout de suite, juste après la pub. Mincir en 3 jours, fondre avant l'été, effacer les rondeurs. Mais qu'est-ce qui prouve que ça marche? Pour moi, s'il n'y a qu'un seul régime à faire, c'est celui-là. Geller Dozer, un programme hyper protéiné, prouvé scientifiquement. Geller Dozer, la diététique qui nourrit votre beauté.
que ce serait si elle avait un problème avec son mobile. Orange crée Orange Pro, les premiers forfaits où tout est prévu. Voulez à la louche en Normandie depuis plus d'un siècle? Lanctot, noblesse oblige. On vous promet trop souvent des miracles pour la blancheur de vos dents. Sanogil Blancheur et Soins révèle l'éclat et la blancheur naturelle de vos dents, avec des résultats visibles à partir de la 4e semaine. Car ce temps est nécessaire, tout simplement. Sanogil Blancheur et Soins, simplement efficace. Lorsque Benoît se détend, il aime se faire plaisir avec une sucette Choupa Choups. Et pour Thomas, Choupa Choups, c'est le plein d'énergie. Quant à moi, j'adore les Choupa Choups. J'en raffole parce qu'il y a plein de parfums différents et pour leur qualité. Du bon sucre, un goût incomparable et en plus, elles sont pleines d'énergie et sans matière grasse. Je peux en avoir une? Ah oui, bien sûr, ma chérie. Ouais! Les sucettes Choupa Choups, pleines de plaisir et d'énergie, 0% de matière grasse. La peau qui se ramollit, ce n'est pas joli. Garnier Synergy Lift, le premier soin liftant raffermissant à l'essence de cerise et au gingembre, pour redonner du ressort à la peau. Plus ferme, elle se retend, elle se déride. C'est constaté sous contrôle dermatologique et par moi. Garnier Synergy Lift, le ressort de votre peau. Garnier. Plus je le fais, plus j'ai besoin de le faire. Mes poils repoussent trop vite. Rock invente Soya Epil Control, le premier hydratant corps au soja actif qui ralentit la repousse du poil. Ma peau est douce. Ma prochaine épilation peut attendre. Hydratant corps Soya Epil Control. Rock, promesse tenue. 2, c'est mieux. Une deuxième paire pour 1 € de plus. Parce que c'est utile et pour le plaisir de changer. Parce que j'aime bien changer. Ça va pas, non? De lunettes. 2, c'est très tendance. Pour tout achat d'une paire de lunettes, pour 1 € de plus. Vous pouvez bénéficier d'une deuxième lunette avec des verres à votre vue. Chin chin d'Afflelou, vos secondes lunettes pour 1 € de plus. Il est fou, Afflelou, il est fou. France 2 vous donne rendez-vous avec AEG. Une Volvo 340 qui grille le feu rouge. Chacun sait maintenant qu'il a le risque d'être dénoncé par son voisin dans une voiture complètement anonyme. Justiciers de la route ou collaborateurs sous l'occupation. Ils ont sciemment choisi de révéler des informations qui allaient nuire à d'autres personnes. La dénonciation, ça me gêne pas. Tout dépend sur quelle chose. Peut-on regretter d'avoir parlé? Qu'est-ce qui pousse à la dénonciation? On dénonce des actes de violence sur les femmes, sur les enfants. Nous dénonçons des actes de violence routière. Oui, je dénonce. Dénonciation, témoignage. Peut-on regretter d'avoir dit la vérité? Ça se discute, mercredi soir sur France 2. Pactouti classe A, vous avez la voiture, pas les soucis. Une Mercedes classe A, l'assurance, l'entretien, l'assistance, tout est compris. La laitière, elle fait de chaque glace une émotion. Signé Nestlé. Changez vos habitudes. Tous les matins, Audispray, l'hygiène de vos oreilles. Audispray, le produit de référence. Buddy, you're a boy, make big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we will rock you. Boire chaque jour une eau pure et équilibrée en minéraux entretient la jeunesse de votre corps. We will rock you. Evian, déclaré source de jeunesse par votre corps. Rire, peine. Je veux que mon visage reflète ma vie, pas mon âge. Inverser le temps avec Edge Reverse, innovation des laboratoires Diadermine. Son complexe en monomimétique compense les effets du déficit hormonal pour inverser les signes de l'âge. Je sens ma peau visiblement rajeunie. Nouveau Edge Reverse de Diadermine.
La vie dans les atolls, elle est 2 fois plus belle. Wow. Comme avec le dieu soleil d'Atoll. Pour une paire à verre correcteur achetée, Atoll vous offre une paire de solaires à la vue. Pour 100% des corrections! Atoll, les opticiens! Tiens, c'est mexicain le quartier maintenant? Old El Paso, il y a de l'ambiance dans ces boîtes-là. Jeudi soir, dans Envoyé spécial. C'est où le sud? Par là. Au sein d'une unité logistique américaine, 4 réservistes en route pour Bagdad. T'es sûr qu'ils sont allés par là? Ouais, je les ai vus courir. Ok, évite de me tirer dessus. Quand tombe le voile des images officielles, se révèle un nouveau visage de l'armée américaine. Il y a assez de place pour 30 corps? Ou plus, on peut en mettre 60. Et les autres Marines, ils auront à bouffer, oui ou merde? Les Rois du désert de Diego Buñuel, le reportage qui défie la censure américaine dans Envoyé spécial, jeudi soir, sur France 2. Ça vous change des cadavres que vous voyez à Los Angeles? Ouais, ici c'est l'Irak. Dardar, avec Sensi, parfum Giorgio Armani. Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. La dentelière a été peinte au XVIIe siècle par Vermeer. Mais on est frappé par le réalisme quasi photographique de ce tableau. Admirez le souci du détail et la finesse des traits. Cette précision, c'est la signature de Vermeer. Alors pourquoi cette tache floue au premier plan? Ce nœud de fil rouge qui brise l'harmonie comme si on l'observait à travers un objectif dont le réglage n'est pas au point. Tout porte à croire que le peintre a eu recours à la caméra obscura. Cet ancêtre de l'appareil photo existe depuis le XVIe siècle. que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben